Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Alors on m'a dit que la salle était pleine, donc bien que nous sommes un petit peu en avance, je pense qu'on peut commencer tout de suite. Donc bonjour à tous, je m'appelle Alice Iréjol, je suis manager chez EY et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur l'évolution de la valeur des entreprises et notamment du fait qu'aujourd'hui les entreprises n'ont plus d'autre choix que de démontrer la valeur qu'elles créent et pas seulement financière. Et donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Fabrice Bonifay, directeur développement durable du groupe Bouygues et président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, qui nous présentera dans un premier temps donc les enjeux autour de cette nouvelle forme de valeur. Puis je vous présenterai une méthode, la méthode EY, sur comment appréhender et analyser cette valeur, parce qu'effectivement EY n'est pas seulement un cabinet d'audit, c'est aussi un cabinet de conseil, avec notamment une équipe de conseil en RSE qui a été fondée dans les années 2000, et aujourd'hui nous comptons environ une centaine de consultants. Et ensuite, j'ai aussi la chance d'avoir à mes côtés Pénélope Laigo, qui est manager performance durable et environnement chez FM Logistique, qui présentera un exemple très concret de l'application de cette méthode. Et nous aurons ensuite environ une dizaine de minutes d'échange. Donc malheureusement, on ne peut pas faire passer de micro. Cependant, je sais qu'il y a une application sur laquelle vous pouvez poser des questions, mais je pense que ce sera tout aussi simple, vu la taille de la salle, que chacun hausse la voix et pose des questions pendant ce temps d'échange. Donc maintenant, je me tourne vers Fabrice. Et donc Fabrice, aujourd'hui, pourquoi les entreprises n'ont plus le choix que de démontrer la valeur qu'elles créent et pas seulement financière? Oui, la valeur étendue, on peut appeler ça comme ça. Bon, elles n'ont plus le choix, ça fait longtemps qu'elles n'ont plus le choix, hein, mais disons que maintenant on leur demande de le faire vraiment. Et la difficulté pour les entreprises, c'est qu'elles ne sont pas habituées à démontrer la valeur étendue parce qu'en fait, les outils méthodologiques qui sont à leur disposition n'existaient pas. Enfin, ils existaient, mais ils étaient inconnus de ceux qui sont amenés en fait à les utiliser. C'est-à-dire, ces outils, c'est quoi? Ce sont des nouvelles façons d'appréhender le non monétaire, donc ce qu'on appelle l'immatériel dans les entreprises, mais aussi les différents types de capitaux qui doivent être préservés si on veut assurer la durabilité de l'entreprise. Donc il y a un certain nombre d'universitaires qui travaillent sur ces sujets depuis quelques années, mais c'est quand même un concept récent, de considérer demain l'entreprise comme garante du maintien ou de la maintenabilité dans ce qu'on appelle un triple capital. Ça, c'est un sujet que forcément, si vous êtes là, vous connaissez déjà. Donc le capital financier, bien sûr, mais pas seulement. Le capital naturel et le capital humain. Sachant que le capital humain et surtout le capital naturel conditionnent en fait la préservation du capital financier. Sauf que depuis des décennies, voire des siècles, comme nous avons considéré à tort que les ressources qui servent à faire du business étaient illimitées, on n'a pas mis en place les mécanismes comptables qui permettent en fait aux entreprises d'assurer la préservation dans le temps, dans la durée de ce capital naturel qui est indispensable au business, parce que le business, c'est ni plus ni moins que des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine, des convertisseurs, donc des machines, etc. Et à force de taper dans ces ressources, compte tenu qu'on est devenu maintenant surpuissant grâce aux énergies fossiles, eh bien, on dépasse la capacité naturelle de régénération des écosystèmes, qui fait qu'on est dans une impasse où on crée toujours de plus en plus de valeur économique, mais sans se préoccuper de la déplétion des ressources. Avec tous les effets collatéraux que vous connaissez, car à chaque fois qu'on utilise massivement des ressources sans les préserver, on crée des externalités négatives qui viennent se rajouter au problème, donc qui créent des zoonoses comme on a en ce moment, et qui créent aussi, bien sûr, hélas, le changement climatique. Alors, l'heure est arrivée, effectivement, d'appréhender la valeur et la création de valeur d'une façon différente. Mais bon, soit si on reste dans l'incantation, comme on l'a souvent fait dans les entreprises, bon, ça ne servira pas à grand-chose, soit on se dote de méthodes et d'outils. Moi, je dis souvent, un but sans méthode est un non-sens. S'il n'y a pas de méthode, alors je ne parle pas de la volonté politique. La volonté politique, on sent qu'elle est en train d'arriver, politique dans les entreprises, avec le renouvellement petit à petit des générations et avec l'arrivée dans les boîtes de nouveaux managers plus conscients des enjeux de long terme que la génération encore en commande aujourd'hui.
Et donc cette prise de conscience, elle est comme en train d'émerger. Alors, elle est liée en fait à quoi? Elle est liée à la pression des parties prenantes qui s'exercent de plus en plus de façon forte sur les entreprises, et notamment des parties prenantes qui sont très importantes en termes d'influence sur les boîtes, les investisseurs, les agences de notation, les collaborateurs, les clients un peu. Ça fait que les choses sont en train de bouger, mais ça ne suffit pas d'avoir envie, c'est quelle méthode on va utiliser. Donc EY propose une méthode formidable, mais il y en a d'autres. L'objectif, c'est d'avoir une méthode, et puis ensuite, bon, que la meilleure méthode gagne, si j'ose dire. Hein, il y a plusieurs façons de faire, mais ce qui est important, c'est d'utiliser une méthode. Alors, nous, au C3D, on essaye de promouvoir les travaux des économistes, enfin des universitaires français qui travaillent sur ces sujets depuis une quinzaine d'années. Tout le monde les connaît, Jacques Richard, Alexandre Rambaud, mais aussi il y a des économistes allemands qui travaillent sur le même sujet. Il y a des cabinets comme EY qui proposent des métriques aussi qui permettent de mieux appréhender cette notion de valeur étendue. Tout ça, ça va dans le bon sens. Mais après, c'est comment on passe à l'acte, comment on arrive à mettre en place, comment on arrive à implémenter dans les entreprises cette nouvelle comptabilité du triple capital, cette nouvelle façon de mesurer la valeur. Sachant que l'objectif, c'est d'avoir une mesure de la valeur qui n'est pas une mesure de valeur qu'on peut substituer. En fait, le but, c'est pas de dire, voilà, on va créer un peu plus de capital financier pour compenser la déplétion des ressources. Ça n'a pas de sens. Le vivant n'a pas de prix. Donc, l'objectif, c'est de dire, ces capitaux, ils sont interdépendants, mais ils sont dépendants dans leur gestion. C'est-à-dire, en fait, dans leur gestion, on doit pouvoir les gérer d'une façon univoque, dans leur singularité, dans leur spécificité. Et lorsque on utilise des matières premières dans une entreprise, par exemple, et toutes les entreprises utilisent des matières premières, eh bien, on doit accepter, et ça va être un sacré pari, de mettre au passif du bilan les sommes, les investissements qui vont être nécessaires pour maintenir les ressources à leur coût de maintien. Alors, si vous utilisez des matières premières, du bois ou des terres cultivables, etc., mais, ok, très bien, je les utilise pour mon business, mais qu'est-ce que je dois provisionner en décidant avec les parties prenantes non contractuelles, qu'est-ce que je dois provisionner pour maintenir ces écosystèmes en état, donc les écosystèmes qui permettent de la régénération des ressources, qu'est-ce que je dois provisionner pour faire en sorte que ces ressources puissent se reconstituer dans un horizon temporel qui permette cette reconstitution, et on sait très bien que tout ça, ça prend du temps. Eh bien, de mettre ça au passif du bilan, ça va forcément gréver la rentabilité de l'entreprise. Donc il va falloir que les entreprises aussi acceptent de revoir leur rentabilité, tout simplement, si elles veulent maintenir leur pérennité. Donc il y a un choix, en fait. Soit continuer de gagner beaucoup, mais ça ne va pas durer très longtemps, soit peut-être accepter de gagner un peu moins pour que ça dure beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est un choix qui doit être présenté aux actionnaires, il doit y avoir un petit peu de lucidité aussi sur le fait que les rentabilités qu'on a demandées aujourd'hui aux entreprises par rapport à leurs dividendes, c'est pas tenable dans le long terme. C'est juste même une ineptie, surtout qu'on est maintenant dans une économie qui va être sans croissance, durable. Et c'est plutôt une bonne chose, d'ailleurs, d'avoir cette réconciliation entre ce que le vivant peut produire et ce que les entreprises peuvent promettre à leur écosystème économique. Et je pense que cette nouvelle façon de compter la valeur, ça doit devenir la nouvelle métrique de la performance. C'est-à-dire que les entreprises doivent présenter ce qu'on appelle le triple bottom line, le triple bilan d'entreprise, financier, naturel et humain, et que les incentives, c'est-à-dire la façon dont on va reconnaître la performance des managers à tous les niveaux, doivent prendre en compte cette triple performance. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre en place des systèmes d'incentives, de bonus qui prendront en compte cette notion. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est toujours le reflet de son système de reconnaissance. Dis-moi comment je te reconnais et je te dirai quels sont les efforts que tu produis. Alors, c'est vrai que c'est un peu triste de dire cela, parce qu'on se dit, voilà, franchement, les gens, les managers ne seraient intéressés que par l'argent et que l'argent qui arrive à les faire bouger. Non, heureusement, il y en a quelques-uns quand même qui sont motivés par autre chose que l'argent. Mais l'argent reste un très bon levier de modification de comportement, parce qu'en fait, c'est de ça dont il faut parler aujourd'hui. Donc, utilisons ce levier-là et revoyons aussi la façon dont on reconnaît les talents et reconnaît la performance.
et pas simplement sur des critères, vous l'avez compris, exclusivement financiers, ce qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Donc ça va être un sacré challenge. En tout cas, nous, au C3D, on va promouvoir cette nouvelle façon de compter la valeur, mettre en place donc ces systèmes comptables du triple capital, transformer les systèmes d'information et les fameux ERP pour pouvoir prendre en compte ce type de méthode, et puis faire accepter, bien sûr, aux parties prenantes de l'entreprise de présenter en fait des bilans demain dans les rapports intégrés d'une façon complètement différente. Parce qu'en fait, on est arrivé jusque ces dernières années à des systèmes complètement dingues, où plus vous gagnez de l'argent, en fait, plus vous êtes reconnu par les communautés financières, par les banques, etc. Mais en fait, la face cachée de cette façon de gagner de l'argent, c'est la destruction du vivant. C'est souvent les entreprises qui gagnent le plus d'argent, c'est les entreprises qui sont les plus polluantes, c'est les entreprises qui sont les plus destructrices de la biodiversité, etc. Et ça n'a pas de sens. Donc il faut pouvoir rétablir en fait et remettre l'église au milieu du village pour dire oui, très bien, c'est bien de gagner de l'argent, mais si c'est au détriment des parties prenantes non contractuelles, si c'est au détriment du vivant, si c'est au détriment des écosystèmes, eh bien on ne peut plus aujourd'hui valoriser les entreprises de la prédation, on doit valoriser les entreprises contributives. Pas vrai ce que je viens de dire ? Merci Fabrice pour cette exposition des enjeux autour de ces nouvelles formes de valeur. Et donc, en résumé, les éléments qui déterminent la valeur des entreprises est en profonde évolution. Et à côté de ça, les métriques financières traditionnelles n'ont pas été designées du tout pour capter ces nouvelles formes de valeur. Et donc, comme l'a dit Fabrice, il y a plusieurs méthodologies qui existent. Et donc, chez EY, face à ce constat, nous nous sommes posé la question suivante. Quelles métriques les entreprises doivent-elles utiliser pour analyser et pour gérer leur création, mais aussi leur destruction, parce que il y a quand même beaucoup de destruction, et aussi leur protection de valeur. Et donc, chez EY, nous avons créé un cadre qui s'appelle le cadre valeur long terme, que je vais très rapidement présenter de manière théorique, mais ensuite, il y aura donc Pénélope qui présentera l'application de ce cadre dans un exemple concret. Bon, donc ce cadre, nous avons décidé de le représenter comme ça, sous cette forme. Mais donc le but ici, c'est de bien comprendre les différents éléments qu'il y a à l'intérieur ici de ce visuel. Et donc ce cadre commence par la compréhension du contexte auquel l'entreprise réagit. Il faut aussi bien comprendre quelle est sa stratégie et aussi quelle est sa raison d'être, qu'on appelle en anglais et aussi de plus en plus souvent en français son purpose. Et il faut aussi bien comprendre sa gouvernance. Et donc, tous ces éléments, c'est ça qui va permettre de bien identifier ces parties prenantes. Mais donc, ces parties prenantes qui ne sont pas uniquement ces parties prenantes internes, mais aussi ces parties prenantes externes, comme les ONG, la société et les différentes parties prenantes qui reçoivent les impacts positifs, mais aussi négatifs de la société. Et il faut aussi bien être capable d'identifier les caractéristiques de l'entreprise qui lui sont propres, qui lui sont essentielles dans ce modèle de création de valeur, mais aussi de destruction et de protection de valeur. Et donc ce seront l'ensemble de ces facteurs qui vont permettre d'identifier quelles sont les bonnes métriques, les métriques d'impact qui sont censées donc représenter et capter les impacts positifs et négatifs que l'entreprise va générer sur ses parties prenantes. Et donc ces métriques d'impact sont bien c'est le pont entre les activités de l'entreprise et son impact réel, positif et négatif. Et ces métriques sont bien le seul moyen d'articuler comment l'entreprise va créer, mais aussi détruire et protéger de la valeur. Et donc, comme l'a dit Fabrice, il y a différents types de valeurs. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de capter. Donc, Fabrice parlait de triple capital. On peut aussi décomposer cette valeur en 4 grandes catégories de valeurs. Et l'objectif de ce cadre, c'est bien de capter ces 4 grandes catégories de valeurs. Il y a la valeur financière, qui est la valeur classique qu'on voit dans les comptes de résultats. Il y a aussi la valeur pour les consommateurs, la valeur humaine. Donc ici, on va parler de la valeur autour du développement des talents de l'entreprise. Donc, et parfois, ce n'est pas uniquement les employés. Il faut aussi regarder un petit peu plus loin que les employés directs. Et il y a aussi toute la valeur environnementale et sociale, qui est aujourd'hui quand même le gros du problème dont on parle aujourd'hui. Et donc, là, je vais me concentrer un petit peu sur cette valeur environnementale et sociale. Et pour illustrer ce cadre, je vais me concentrer sur
un exemple qui est aujourd'hui, je pense, un des enjeux les plus cruciaux de notre siècle, qui est la perte de biodiversité. Et donc, bon, on pourrait parler de la perte de biodiversité, je pense, pendant des heures, et je pense qu'il y a des interventions et des conférences ici à ProDurable qui se concentrent uniquement là-dessus. Mais bon, nous, on va essayer de capter une petite bribe de ce gros problème. Mais donc, c'est un enjeu dont la société s'est fortement emparée ces dernières années, et c'est pas pour rien que la perte de biodiversité a été identifiée comme l'un des trois gros risques pour notre société et notre économie en 2020 par le Forum économique mondial. Je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà vu cette matrice. Donc ça, c'est une matrice qui est présentée, qui est construite chaque année par le Forum économique mondial. Et ce qu'on peut voir ici, c'est l'ensemble des risques, que ce soit des risques économiques, des risques sociaux, technologiques, des attaques terroristes, des risques d'épidémies, des risques sur l'environnement, etc. Et donc, chaque année, le Forum économique mondial va identifier et voir comment ces différents risques évoluent en termes d'impact pour la pérennité, la stabilité de notre société, notre économie. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, avec les 3 petits cercles rouges, c'est qu'en 2018, la perte de biodiversité était à peine dans le quart significatif des risques les plus gros. Mais donc, en 2019, ça a monté, et en 2020, on retrouve la perte de biodiversité comme étant l'un des 3 plus gros enjeux pouvant impacter notre société et notre économie, avec à côté 2 autres impacts environnementaux. Et donc, effectivement, la perte de biodiversité concerne toutes les entreprises et représente un risque certain pour leur stabilité financière et leur pérennité. Déjà, du point de vue de la dépendance. Sans biodiversité, Fabrice l'a rappelé aussi tout à l'heure, il n'y a pas de matière première possible, et même simplement sans espace, il n'y a pas d'activité économique possible. Donc ça, c'est la dépendance. Mais aussi d'un point de vue de l'impact. Les répercussions, les impacts qu'ont les entreprises sur la perte sur la biodiversité va se répercuter de plus en plus sur leur performance financière. Je peux vous citer 3 exemples, qui sont des cas d'école, mais qui représentent quand même des marqueurs d'opinion sur le sujet de la perte de biodiversité. Je peux vous citer la Montagne d'Or, donc le projet Montagne d'Or, qui est la mine d'or en Guyane, qui il y a quelques années, il y a à peine 2 ans, a été arrêté parce que la société s'est emparée de ce sujet-là et l'a fait stopper parce que notamment, il avait un énorme impact sur la biodiversité. Je peux aussi vous parler de Europa City, qui aurait dû être un méga complexe dans le Val d'Oise, qui, pour des raisons quand même, et un contexte assez différent, mais toujours cette biodiversité au cœur de pourquoi la société s'est emparée de ce sujet. Il y a aussi le fameux exemple de Notre-Dame-des-Landes, mais on pourrait en citer plein. Et à côté de ça, bien évidemment, il y a toujours énormément de projets qui se passent et qui ont beaucoup d'impact sur la biodiversité, on peut pas dire le contraire, mais cependant, comme je l'ai dit, ces 3 projets sont vraiment des marqueurs d'opinion sur le sujet, et dans les 3 cas, ce qu'il y a en commun, c'est que c'est bien la société qui s'est emparée du sujet et qui a fait plier le gouvernement et les entreprises pour stopper ces projets parce qu'il y avait un énorme impact sur la biodiversité. Et donc maintenant, si on se place du point de vue des entreprises, donc là, la question à laquelle on essaye de répondre, c'est quelles métriques les entreprises doivent utiliser pour analyser leur impact sur la biodiversité et pour informer sur leur impact sur la biodiversité. C'est évidemment un sujet qui est ultra compliqué. Il n'y a pas d'indicateur miracle parce que la biodiversité, c'est multidimensionnel. Il y a énormément de sous-enjeux au sein de cet énorme enjeu. Alors déjà, pour simplifier un petit peu le problème, on va se concentrer sur l'artificialisation des sols, qui représente quand même une part importante de l'enjeu autour de la perte de biodiversité. Et donc, si on prend une entreprise théorique qui a envie de comprendre quel est son impact à travers l'artificialisation des sols, eh bien, la première chose qu'elle doit faire, c'est d'identifier comment cette entreprise, c'est de comprendre comment elle artificialise les sols. Est-ce que c'est à travers sa production de matières premières ? Est-ce que c'est à travers sa demande en matières premières ? Et donc, même si ce n'est pas elle qui produit cette matière première, eh bien, c'est très souvent le cas que dans sa chaîne de valeur, il va y avoir énormément d'industries extractives ou transformatives qui vont avoir un impact très fort sur la biodiversité pour produire les matières dont elle a besoin.
Mais ça peut aussi tout simplement être à travers tous ces immeubles qui ont forcément une empreinte juste par le fait qu'ils existent sur la biodiversité. Et donc ça, c'est une première étape, mais il faut aller plus loin. La deuxième étape consiste ensuite à quantifier cette artificialisation, et donc à quantifier en unités physiques, en hectares, quelles sont les surfaces qui ont été artificialisées dans l'année, mais aussi dans toutes les années précédentes. Il faut regarder aussi bien les flux, mais aussi les stocks, parce que les stocks peuvent aussi être régénérés avec des activités positives. Mais donc, si je vous donne une information en hectares, eh bien, ça ne vous donne pas vraiment d'information sur... En fait, c'est une donnée. Ce n'est pas vraiment une information en termes d'impact. Donc, il faut encore aller plus loin. Et donc, la prochaine étape consiste à analyser les conséquences écologiques, les conséquences sur les écosystèmes de cette artificialisation, qui sont énormément dépendantes de la localisation, de l'état de biodiversité autour. Est-ce qu'il y a de la fragmentation des écosystèmes qui est causée ? C'est pas du tout, on va dire, une moulinette générique qui, en appuyant sur un bouton, permet de comprendre l'impact sur les écosystèmes. Ici, il faut vraiment regarder dans le détail et de manière précise ce qui se passe sur le terrain, ou alors avec d'autres méthodes type analyse de cycle de vie, etc. Mais donc ici, ce qu'il faut regarder, c'est comment les services écosystémiques ont été dégradés par rapport à avant cette artificialisation. Et donc, par exemple, si on pense aux services écosystémiques autour de la régulation, eh bien, on peut regarder comment le service écosystémique d'absorption des particules fines a été dégradé suite à une perte de végétaux ou une fragmentation des écosystèmes. On peut aussi regarder, si on pense aux services culturels, comment les activités récréatives ont été dégradées. Et donc là, on peut penser par exemple aux activités touristiques, aux activités de canoë, aux promenades, etc., qui ont une valeur très importante pour les citoyens et qui sont importantes pour le bien-être de la société, mais qui peuvent parfois être fortement impactées suite à des activités humaines. Et donc, tout ça, ça donne une information très riche sur les conséquences écologiques de cette artificialisation, mais dans les entreprises, il n'y a pas toujours des spécialistes des écosystèmes. Et je pense que si aujourd'hui on dit à un CEO, vous avez dégradé tel service écosystémique avec tel facteur, et voici tous les services écosystémiques qui ont été dégradés, je ne suis pas sûre que ça parle énormément, parce qu'effectivement, il y a une multitude de services écosystémiques, en plus dont la mesure s'exprime dans des unités très différentes, selon qu'on regarde les services de régulation, culturels, etc. Et donc, c'est quand même pas mal d'aller plus loin. Et donc, pour aller plus loin, la quatrième étape consiste à analyser l'impact que cette perte de services écosystémiques a généré pour la société. Et donc ici, on va parler d'impact économique, par exemple avec une augmentation de la fréquence des inondations. Donc ça, c'est un sujet qui devient de plus en plus crucial dans certaines zones géographiques. Il faut aussi regarder l'impact sur la santé. Et donc là, il y a énormément de rapports qui sortent sur l'impact sur la santé lié à l'augmentation de la pollution atmosphérique, et donc qui est très souvent causée parce qu'il y a plus de pollution, mais aussi parce que le service écosystémique qui régule cette pollution est lui aussi dégradé. Et il faut aussi regarder l'impact culturel. Et donc, Fabrice parlait tout à l'heure de comptabilité triple capital, comptabilité environnementale. Et effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de méthodologies et d'initiatives qui existent autour de la comptabilité environnementale, de la comptabilité du bien-être, qui permettent de capter cet impact en unité. Très souvent, c'est en unité monétaire. Mais donc ici, on ne met pas un prix sur la nature. C'est juste qu'on essaye de capter l'impact sur la société en unité monétaire de ses conséquences écologiques, pour vraiment essayer de comprendre comment le bien-être et la santé de la société ont été négativement impactés suite à ces conséquences écologiques. Et donc avec ce type d'information exprimée en unité monétaire, eh bien là, le CEO ou les managers ou l'ensemble des parties prenantes vont interpréter de manière beaucoup plus simple quels ont été les impacts causés par cette artificialisation. Et donc, ce type d'analyse, ça va permettre à l'entreprise de mieux arbitrer entre différentes stratégies, de prioriser aussi entre différentes actions, et ce sera aussi plus facile pour informer sur ces parties prenantes.
Et donc voilà, après cette présentation donc un petit peu théorique du cadre d'EY et de cet exemple autour de la biodiversité, je vais maintenant laisser la parole à Pénélope pour qu'elle nous présente donc une application concrète de cette logique. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, l'idée c'est que je vienne compléter ce que vient de décrire Alice pour se demander comment concrètement, nous, chez FM Logistique, on a voulu aller vers ces indicateurs d'impact et dépasser des indicateurs traditionnels, je dirais, développement durable. Et donc comment on l'a fait grâce au concours d'EY et comment on les utilise aujourd'hui. Donc je voudrais commencer par très très rapidement décrire FM Logistique. Parce que c'est peut-être une entreprise que vous ne connaissez pas encore. Donc, comme son nom l'indique, on a un prestataire logistique international et familial. Et alors, un tout petit point de détail, souvent quand on parle de logistique, on pense aux camions, au transport, à la livraison. Donc, bien sûr, c'est des choses que l'on fait. Mais c'est aussi et surtout des activités d'entreposage, de manutention, de co-packing, ce qu'on appelle donc packaging secondaire, tertiaire, PLV, etc. C'est un petit point d'étape justement pour que vous vous rendiez compte de tous les enjeux que l'on peut avoir vis-à-vis de l'énergie, des ressources, etc. dans notre société. Donc maintenant que vous connaissez un peu mieux FM Logistique, quels étaient les enjeux chez nous et pourquoi est-ce qu'on a voulu aller jusqu'à ces indicateurs d'impact et dépasser des indicateurs traditionnels de tonnes de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc en fait, le secteur logistique, c'est un secteur passionnant, notamment parce qu'il a un grand nombre de challenges à relever aujourd'hui, notamment pour s'adapter justement à tous les nouveaux modes de consommation de notre société. Il y a l'omnicanalité, les nouveaux modes de consommation plus responsables, des attentes de clients qui sont pour que, effectivement, on ait des produits responsables et toute la chaîne de valeur qui aille avec. Et donc, pour que cette transformation soit possible, nous, notre rôle, en tout cas, c'est ce que l'on croit chez FM Logistique, c'est aussi d'avoir cette capacité d'aller convaincre l'ensemble des maillons de cette chaîne logistique pour co-construire ensemble une supply chain plus durable, pour avoir justement des actions cohérentes et qu'on ne soit pas les seuls à avancer et qu'on puisse discuter en particulier avec nos clients qui sont aussi les donneurs d'ordre de toute cette chaîne de valeur. Et donc si on veut pouvoir convaincre ces acteurs de travailler ensemble pour justement cette transformation, d'investir dans cette transformation de la logistique, il faut qu'on puisse justement aller leur parler avec des termes qui sont parlants. Et comme le disait un peu plus tôt Alice, aujourd'hui si on va voir un directeur supply chain, un directeur d'achat ou un directeur financier et qu'on lui explique les tonnes de CO2 émis ensemble sur l'année dernière, c'est quelque chose qui est absolument pas parlant pour lui parce qu'il faudrait avoir, même pour des experts en développement durable, des ordres de grandeur, de référence, se rendre compte est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup par rapport à un ensemble de marché. C'est quelque chose qui fonctionne pas beaucoup pour convaincre justement d'aller plus loin. Alors que justement quand on arrive à cette démarche de pouvoir convertir en unités monétaires les impacts sur la société, sur l'environnement, des externalités négatives ou positives de nos activités, c'est là où on arrive à avoir un discours constructif et où on met au regard d'euros, d'autres euros, des euros de valeur créée avec du chiffre d'affaires, des emplois, etc. et des euros de valeur détruite qu'on veut protéger, notamment justement par rapport à l'impact social et environnemental. Donc concrètement, pour revenir un peu, pour illustrer l'exemple qu'a donné Alice, comment est-ce qu'on a fait ça chez FM Logistique? Donc on s'est basé sur la même méthodologie, justement activité, conséquences, impact. Donc nous, on a décrit nos activités, on les a découpées finalement, si tu peux juste passer à la suivante, merci. Si on les a découpées en se disant finalement nos différentes parties prenantes et nos activités, ça a des conséquences, comme je vous l'ai dit, sur les clients qui sont nos donneurs d'ordre. Et puis l'idée aussi, c'est qu'on soit acteur de la pérennité de leur activité. Donc effectivement, continuer de pouvoir construire encore plus de valeur ensemble. Les collaborateurs, bien sûr, qui travaillent avec nous et grâce à qui on peut être en mesure de réaliser ces opérations et l'ensemble de toute notre chaîne de valeur, tout cet écosystème de fournisseurs avec lesquels on travaille. Ensuite, donc de ces activités génèrent des conséquences. Donc ça, c'est des choses assez classiques, bien entendu. Donc voilà, on voit l'émission de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques pour des externalités plutôt négatives. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus positives, comme l'expliquait aussi un peu plus tôt Alice, sur l'emploi, la formation, l'évolution des compétences de nos collaborateurs, aussi du reste de cet écosystème d'acteurs avec lesquels on travaille, et puis d'autres nuisances qui sont un peu plus difficiles à capter, comme le bruit et la congestion, qui sont ici présentées. Et donc là où on est allé plus loin, justement, comme le disait Alice, pour avoir des données et des informations qui ont beaucoup plus de sens et avec lesquelles on arrive à avoir des opportunités de discussion beaucoup plus intéressantes, c'est quand on se pose la question de quel est l'impact sur la société
sur l'économie, sur le bien-être, sur la santé, de toutes les conséquences de nos activités. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à des indicateurs beaucoup plus parlants. Et donc par exemple, sur les indicateurs classiques de se dire, bon voilà, les gaz à effet de serre et la contribution au changement climatique, encore une fois, avant, voilà, on peut arriver à dire on a X tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. On est allé jusqu'à se dire quel est le coût social du carbone et donc l'impact pour la société de cette augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de toutes les conséquences climatiques qui en résultent. De la même manière sur les polluants atmosphériques, où là on s'est beaucoup plus concentré sur les enjeux de santé publique, de coûts aussi pour la société, pour les personnes, pour les entreprises, de pouvoir altérer la santé des personnes, de nos concitoyens. Et enfin, sur quelque chose de beaucoup plus positif, sur l'emploi, parce que le secteur logistique est aussi un secteur générateur de beaucoup d'emplois locaux. Et c'est de se dire, on n'a pas seulement les personnes qui sont dans nos entrepôts avec un contrat FM Logistique, mais on fait vivre aussi tout un écosystème d'acteurs locaux avec lesquels on travaille main dans la main et qu'on veut complètement prendre en compte dans toutes nos démarches d'action pour une supply chain plus durable. Donc aujourd'hui, finalement, une fois qu'on arrive à avoir ces données, comment est-ce qu'on les a utilisées ? Donc dans la même logique, finalement, de vouloir donner du sens à des données qui souvent n'en ont pas ou qui sont un peu abruptes et complètement déconnectées de la réalité pour un certain nombre d'acteurs, on a voulu aussi, dans le format, aller sur quelque chose de beaucoup plus visuel. Donc là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est notre fameux dashboard qui nous permet d'accéder à toutes ces données avec un outil, ce qu'on appelle de data visualisation, ce qui permet de tout de suite donner beaucoup plus, justement, de sens directement avec un message visuel sur finalement, je crois qu'il y a un petit micro qui fait du bruit à côté, sur finalement de se dire voilà, en un clin d'œil, une fois qu'on va discuter avec un de nos clients ou une partie prenante sur un certain périmètre donné, parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on peut filtrer sur des périmètres géographiques, des périmètres de scope, des périmètres de clients, des périmètres d'activité. Finalement, quelle est à la fois la part des indicateurs classiques d'émissions de CO2, quel est l'impact, comme vous pouvez voir en haut à droite, social de ces pollutions et externalités négatives, mais aussi quelles sont toutes les solutions qu'on peut mettre en place pour arriver à, ensemble, réduire justement ou protéger cette valeur, réduire cette destruction de valeur qu'il y a pu avoir dans le passé, et voir effectivement aller dans l'objectif de la régénérer, ou en tout cas de créer plus de valeur ensemble. Et donc maintenant que j'ai fini de décrire l'aspect vraiment très concret de ce qui s'est passé en la mission avec EY, l'idée c'est de se dire aujourd'hui à quoi est-ce que ça nous sert nous chez FM Logistique et pourquoi est-ce que c'est un outil qu'on continue de développer et sur lequel on veut aller encore plus loin. En fait parce que pour nous c'est un outil formidable pour passer à l'action et on a été très longtemps habitués dans les entreprises à avoir des reportings qui servent, c'est parfois très nécessaire aussi, mais à des reportings légaux qui parfois ont peu de valeur pour les entreprises pour qui les génèrent et qui finalement émettent tous ces rapports. Et on veut vraiment créer comment on pourrait dire, du report to action, avoir des données qui permettent de passer à l'action et de vraiment co-construire des choses ensemble. Donc ça, c'est effectivement le cas en interne, parce que vis-à-vis d'une direction générale d'un COMEX, c'est quand même beaucoup plus intéressant de pouvoir suivre ensemble quelle est la valeur que l'on crée ensemble, quelle est la valeur que l'on détruit, de se fier à cet indicateur dans la durée comme objectif de l'entreprise pour sa pérennité, de pouvoir être toujours dans un bilan justement positif. C'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien chez nous, chez FM Logistique, parce que comme je vous le disais rapidement au début, c'est une entreprise familiale. Donc c'est quelque chose qui tient à cœur de se dire, voilà, on est dans la création de valeur à long terme, dans la pérennité, dans absolument éviter dès que cela est possible de détruire de la valeur. Et c'est quelque chose de beaucoup plus fort dans notre démarche d'auto-évaluation, mais aussi de décision stratégique, plutôt que de suivre uniquement une hausse ou de baisse d'émissions de CO2 qui parfois veut rien dire ou est complètement corrélée à des hausses ou baisses d'activité. Donc ça, c'est pour l'interne, ce qui est déjà très, très agréable dans la façon de travailler avec ce genre d'outils. Et en externe, c'est aussi une formidable opportunité de discussion avec nos clients. Parce qu'en fait, finalement, nous, nos clients, quand ils viennent nous voir pour justement co-construire ensemble ou discuter de développement durable, c'est bien souvent des clients déjà qui sont très matures sur leur scope 1 et 2, leurs propres opérations. Ils sont déjà allés très loin pour réduire justement leurs externalités négatives sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, se pose plutôt la question du scope 3 et d'arriver à se dire comment est-ce que je peux faire pour limiter les externalités négatives de ce scope qui sont bien souvent les plus importantes et les plus méconnues. Donc ils viennent vers nous avec à la fois un besoin d'information,
pour avoir des données, des mesures, et à la fois, effectivement, c'est pas des experts de la supply chain, sinon ils nous soustrairaient pas cette activité, ou du moins de la logistique, et à la fois justement pour avoir des idées d'action pour co-construire ensemble. Et c'est là où la relation justement entre un prestataire de services logistiques comme nous et un donneur d'ordre de nos clients devient beaucoup plus riche et beaucoup plus créatrice de valeur à long terme, parce qu'aujourd'hui la question qu'on se pose ensemble, c'est pas comment on va faire pour réduire, je sais pas, changer des LED dans cet entrepôt à cet endroit-là, c'est de se dire finalement, étant donné qu'on travaille ensemble depuis des années et qu'on continue de le faire, pour faire en sorte que leur activité continue d'être pérenne et apporte encore plus de valeur pour leurs consommateurs, pour leurs propres collaborateurs, pour leurs fournisseurs, etc., et que nous-mêmes, ça améliore la pérennité d'autant plus de l'entreprise, comment est-ce qu'ensemble, on co-construit un plan qui fait qu'on aura toujours comme objectif d'aller toujours dans protéger le maximum de capital immatériel que l'on pourrait être amené à malheureusement mettre en péril ensemble, et comment on continue de créer le plus de valeur à la fois pour eux, pour nous et pour tous les acteurs et l'écosystème d'acteurs que l'on crée ensemble. Et donc finalement, un petit mot de conclusion sur tout ça, c'est de se dire que pour nous, cette volonté d'aller sur de l'indicateur d'impact, et c'est un résumé de ce que je viens de dire, c'est, sans vouloir me répéter, c'est pour arrêter d'être uniquement sur des indicateurs qui sont faits pour du reporting, mais vraiment n'avoir que des indicateurs qui permettent de passer à l'action, de faire engager des acteurs avec nous et finalement de travailler tous ensemble et de manière collaborative pour aller sur cette maintien ou protection de valeur sur le long terme. Merci Pénélope. Donc peut-être un tout petit mot de conclusion avant de passer aux questions. Donc nous avons vu que aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix que de repenser et analyser différemment la valeur qu'elles créent et qu'elles détruisent, mais que donc pour, in fine, arriver à une transformation de leur modèle d'affaires. Parce que voilà, les entreprises, on ne leur demande pas de simplement faire des petites actions à côté de leur modèle d'affaires. Si une entreprise va régénérer un petit peu de forêt à droite à gauche, ça va absolument rien changer à la valeur qui est détruite. Et donc, in fine, les entreprises qui sont destructives de biodiversité et d'environnement et de capital social doivent changer leur modèle de création de valeur et leur modèle d'affaires. Et donc, pour arriver à ça, eh bien, il faut arriver à entraîner de l'action, comme l'a dit Fabrice, comme l'a dit Pénélope. Et donc, entraîner l'action, eh bien, c'est pas facile. Il faut être convaincant, il faut apporter des évidences des preuves basées sur des faits. Et donc, pour ça, il y a des méthodes. Il n'y a pas une seule méthode. Ce qui compte, c'est de choisir une méthode qui marche pour son entreprise et pour son fonctionnement. Et que ensuite, voilà, comme l'a montré Pénélope, eh bien, on arrive à ensuite se projeter dans l'action, et voilà, c'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois, qui se fait en 1 an, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais donc en tout cas, le but de tout ça, c'est bien d'entraîner les entreprises et les parties prenantes pour que les modèles d'affaires évoluent vers des modèles plus sobres et plus vertueux. Merci beaucoup. Donc pour les questions, voilà, je propose qu'on fasse à voix haute, ce sera peut-être plus facile. Alors, je pense que c'est Alice qui pourra encore mieux répondre parce que c'est grâce à elle que on a pu aller dans ces éléments-là. Mais en 2 mots, et je la laisserai compléter, l'idée, c'est vraiment de se demander quel est l'impact sur la santé et du coup plutôt sur le nombre d'années, de jours de vie en bonne santé de ces pollutions de l'air sur les personnes. Je peux peut-être compléter. Donc en fait, ça va être une agrégation de plusieurs méthodologies. Il y a des méthodes qui existent qui permettent de suivre comment la pollution de l'air est dispersée dans l'atmosphère. Donc déjà, cette dispersion physique, c'est quelque chose d'assez complexe, mais donc il y a des modèles qui existent, et donc on se base sur les modèles, les derniers modèles qui existent sur ce sujet, qui permettent de dire, voilà, lorsqu'on est en zone
urbaine, périurbaine ou en zone rurale dans telle ou telle région, si on émet 1 tonne de particules fines, 1 tonne de SOx, 1 tonne de NOx, etc., voici comment ça va se disperser, voici dans quelle région ça va se disperser. Et à côté de ça, eh bien, il faut analyser quelles vont être on va dire les conditions ensuite de ces zones, quelle est la densité en termes de population. On peut même aller encore plus loin et regarder quel est l'âge moyen de ces populations pour voir à quel point ils vont ensuite développer des problèmes de santé. Et donc ensuite il faut regarder c'est ce qui s'appelle des dose response function. Donc c'est comment ensuite la population va réagir suite à ce changement de concentration de pollution atmosphérique. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait par différents types de polluants. Et donc ça va donner une information sur le nombre de maladies supplémentaires qui va être généré dans la population suite à cette pollution atmosphérique. Et suite à cette augmentation, on va dire suite à ce delta de concentration à cause des activités de FM Logistique ou d'une autre entreprise. Et ensuite, et donc à partir de ces différents types de maladies, eh bien on utilise d'autres modèles, d'autres littératures scientifiques qui nous permettent de quantifier combien de jours en bonne santé la population au total va perdre à cause de ces maladies supplémentaires qui vont être générées. Et ensuite, eh bien, il faut utiliser des modèles d'économie du bien-être et d'économie de l'environnement et de la santé qui nous permettent de dire, ah ben voilà, suite à ces nombres de jours en bonne santé perdus, eh bien, voici l'impact qui a été perdu en termes de bien-être. Et donc, il existe aujourd'hui des références, notamment de l'OCDE, qui permettent de mettre une valeur sur combien chacun met sur le nombre de jours en bonne santé perdus. Donc voilà, c'est un long processus et donc c'est des modèles en fait que nous on développe depuis des années, que d'autres cabinets développent aussi depuis des années, mais donc qui piochent en fait dans différents aspects de littérature économique, scientifique, etc. Oui, bonjour. Pourriez-vous donner des exemples de ce que vous avez changé dans votre modèle d'affaires suite à cette analyse ? Oui, alors complètement. Déjà, il y a une chose qui est devenue très claire pour nous, c'est qu'effectivement, une plateforme logistique, elle peut être source de beaucoup de nuisances ou destruction de valeur. D'ailleurs, pour reprendre l'exemple d'artificialisation des sols, de perte de biodiversité, etc., etc. Et nous, la vision qu'on s'est donnée, c'est de se dire, OK, on part du principe qu'on va avoir cette destruction de valeur, qu'on ne peut pas construire une plateforme logistique sans artificialiser les sols, en tout cas pas aujourd'hui, mais d'aller beaucoup plus loin en disant quelle valeur on peut créer du coup pour compenser tous ces éléments-là. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, d'un point de vue énergétique, on s'est rendu compte que on a des opportunités par contre exceptionnelles du point de vue que, en particulier pour FM Logistique, étant donné qu'on est un peu les spécialistes des plateformes dites XXL, on a un potentiel de production d'énergie renouvelable, notamment via le solaire, qui est vraiment merveilleux et qui dépasse largement nos propres besoins. Et c'est là où ça devient complètement intéressant de se dire, on ne va plus produire uniquement pour nous avoir une autonomie énergétique, ce qui serait déjà génial, mais c'est de se dire, on veut ne plus considérer la plateforme logistique comme uniquement toutes les nuisances de congestion, de bruit et tout ce qu'elle peut générer, mais finalement comme un acteur, notamment dans des zones d'ailleurs assez reculées de tous les réseaux qui peuvent permettre d'accéder aux énergies renouvelables autres que l'électricité. Donc comment cette plateforme peut permettre d'apporter ces nouveaux éléments-là, d'apporter de l'énergie verte sur un territoire justement périurbain, de l'énergie verte qui soit par l'électricité. On est aussi en train d'investiguer la production d'hydrogène bas carbone pour se dire comment on peut permettre, en étant une plateforme qui produit puis distribue de l'hydrogène vert, comment on peut permettre à une région de développer la mobilité bas carbone au-delà de nos propres activités de livraison, ce qui est déjà génial, mais même pour le transport des passagers. Et c'est vraiment c'est un état d'esprit de se dire on est conscient de la valeur qu'on peut détruire et là-dessus on essaye toujours par contre de l'optimiser. On a un cabinet, donc NG Concept, qui fait partie de notre société et qui éco-conçoit nos plateformes. Donc ça c'est déjà par contre la première des actions, c'est bien entendu de le faire le mieux possible. Et ensuite, une fois qu'on a quand même pris conscience de ce qu'on pouvait détruire, de dire comment est-ce qu'on peut prendre l'opportunité de toutes les choses, toutes les externalités positives que l'on peut avoir sur l'emploi, sur l'énergie verte, etc., pour apporter de la valeur. Pas mal de décideurs du monde d'avant, de dirigeants du monde d'avant, je vais les appeler ceux qui veulent pas
comment on initie ces réflexions et ces transformations chez eux? Par la formation, il faut les informer, les sensibiliser, parce que bon, c'est difficile d'appréhender quelque chose quand on n'a pas compris. Donc il faut passer beaucoup de temps en palabre, en explication, faire venir des entreprises comme FM Logistique qui sont passées à l'acte et qui démontrent qu'elles ont obtenu des résultats tangibles, mesurables par les parties prenantes. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas attendre que tout le monde s'y mette. Il faut partir des pionniers. Hein. Il y a des pionniers aujourd'hui. Il y a des entreprises qui ont compris qu'elles devaient mesurer la valeur autrement. Il y en a des petites, il y en a des grandes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les mettre en lumière, ces gens-là, leur permettre de s'exprimer, comme EY le fait aujourd'hui, pour donner envie aux autres de s'y mettre, tout simplement. Et quand il y aura une masse critique d'entreprises qui feront ça, celles qui s'y ont toujours pas mis vont se sentir un peu mal et vont basculer. Hein. Donc moi, je crois à ce phénomène d'entraînement. Alors certes, est-ce qu'il faut 5% des entreprises pour que tout le monde s'y mette, 6 ou 10%? C'est la fameuse théorie des 5 ou 10%, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez, qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc c'est l'intérêt de ce type de salon. Il y a des conférences de plus en plus sur ces sujets, il y a des livres qui ont été écrits. Il faut maintenant parler et s'aimer et faire en sorte d'aller de plus en plus vite dans l'explication. Bon, je ne vois pas trop d'autres décisions parce que la voie de la régulation, hein, ça serait bien hein, que demain il y ait une loi française qui on oblige les entreprises à présenter leur bilan selon les... Bon, ça c'est la voiture balai du système. Je pense que la régulation finira par arriver, mais trop tard, comme toujours. Hein, c'est toujours le même problème avec la régulation. Donc il y a déjà au niveau européen des travaux qui sont en train de se mettre en place avec les FRAG là, pour faire évoluer le reporting extra-financier d'entreprise qui ne sert pas à grand-chose, pour le transformer en comptabilité du triple capital qui serait vraiment un vrai levier pour prendre des décisions, des arbitrages comme ça a été dit aujourd'hui. Mais le temps que ce se mette en place, surtout que c'est des processus d'unanimité au niveau de l'Europe, ça va arriver en 2035 et ça sera déjà trop tard. Donc il faut faire en sorte de continuer à promouvoir les entreprises qui sont pionniers et qui, en fait, n'attendent pas la régulation pour agir. Parce que si on attend la régulation pour agir, on n'y arrivera pas. Il y a d'autres questions? Je me rappelle juste pour rebondir ce que vous disiez, et avec l'exemple de FM Logistique, vous faites partie donc, de ce que j'entends des entreprises un peu pionnières, parce que vous avez pris conscience de votre potentiel de dégradation, vous avez compensé, vous pensez même éventuellement un peu dans le futur, j'imagine, parce que c'est des choses compliquées à mettre en place techniquement, créer de la valeur environnementale. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer? Est-ce que c'est justement cette monétisation de l'indicateur qui vous a fait prendre conscience qu'en fait vous perdiez de l'argent et que c'était intéressant d'aller dans votre sens, ou autre chose? Alors je pense que dans notre cas précis, il y a deux éléments, deux facteurs principaux. Le premier qui est, je pense, assez commun à un grand nombre d'entreprises, c'est qu'effectivement les choses sont quand même en train de changer. On parlait tout à l'heure du fait d'avoir des objectifs, de dire il n'y a pas que le prix, etc. dans décision. On commence à avoir des clients ou des acheteurs supply chain ou des acheteurs transport qui sont objectivés sur le coût, mais aussi sur les émissions de CO2 évitées dans leur portefeuille. C'est des choses qui font avancer les choses. On commence à avoir aussi des demandes de clients qui sont de plus en plus fortes, avec vraiment des contraintes très fortes dans la performance environnementale, la performance sociale, etc. Donc je dirais que c'est une demande du marché qui devient de plus en plus forte. Et donc là, c'est presque un instinct de survie, hein, c'est de se dire finalement pour la pérennité de l'entreprise, il faut qu'on arrive à répondre aux besoins du marché. Et un des besoins du marché, c'est d'arriver à évoluer dans ce sens. Ça, c'est une première chose qui, je pense, est à peu près commune à l'ensemble, un grand nombre d'acteurs. Après, il y a une autre chose qui est beaucoup plus, pour le coup, propre à FM Logistique, je pense. Encore une fois, c'est une entreprise qui est une entreprise familiale, avec encore la famille, du coup, à la direction d'entreprise. C'est une entreprise qui prend à cœur, effectivement, ses activités. S'il y a une destruction de valeurs humaines, environnementales, c'est vraiment quelque chose qui peut les prendre aux tripes. Et au contraire, prendre une immense fierté au fait de se dire qu'ils arriveraient dans une vision, parce que honnêtement, on n'est pas encore là, hein, dans une vision future, à arriver à soit être neutre ou même arriver à créer de la valeur. Et donc là, c'est aussi où c'est très intéressant d'arriver à la fois à avoir effectivement cette implication de la direction et ce côté vision long terme qui est aussi permis justement par ce type de direction, ça c'est certain. Mais c'est aussi là où les indicateurs viennent avoir un impact parce que toute cette direction a beau avoir les meilleures intentions du monde, si on leur présente aucun indicateur qui leur parle et qui leur fait prendre conscience de la gravité du sujet ou justement de la possibilité de destruction de valeur ou même de complètement destruction de l'entreprise à moyen long terme,
à ce moment-là, ils ne réagiront pas. Donc je dirais que c'est un ensemble, en tout cas en interne, de convictions profondes des personnels de la part direction, mises au regard de, je pense, indicateurs où ils se sont rendus compte de se dire « Ah oui, d'accord, enfin, là, il faut vraiment agir, sinon on va complètement se prendre le mur et donc ne pas durer dans le temps. » Oui, je pense qu'on peut prendre les 2 dernières questions rapides, donc je vous en prie. Sur la façon dont vous récoltez les données auprès, par exemple, des fournisseurs, etc. Enfin, j'ai l'impression que la matrice est énorme et jusqu'où on peut aller et où on s'arrête. Du coup, je vais répondre pour ma part, mais peut-être que d'un point de vue plus général pour Alice. Alors nous, effectivement, cette démarche, elle est vraiment, comme je disais, dans un esprit de vision de création ou de protection, de création de valeur long terme, de co-construction, etc. Donc nous, en toute transparence, l'honnêteté, c'est plus d'être dans les masses et le permettre d'avoir une méthodologie qui est au moins stable pour pouvoir se mesurer d'une année sur l'autre, pas forcément d'être dans l'exactitude. De toute façon, c'est un ensemble de modélisation après modélisation, donc finalement, on part déjà d'une donnée qui est estimée au départ et on continue de l'estimer au fur et à mesure. Donc finalement, je dirais que le tout, c'est peut-être une vision très agile des choses, c'est de ne pas tout de suite viser l'exhaustivité des données, des périmètres, de la donnée la plus fiable possible sur l'ensemble du périmètre, mais de commencer par se dire concrètement, justement avec cette chaîne qu'on a vue, activité, conséquences, impact, quels sont nos gros impacts dans les grosses masses, on arrive vite à les évaluer. Quels sont ceux sur lesquels il faut vraiment qu'on aille dans le détail de comprendre à quel point c'est important ou pas, ou il peut y avoir d'ailleurs des fausses intuitions, et quels sont ceux où on peut être justement un peu plus rapide dans des estimations de données, etc., en se disant au moins on met le pied à l'étrier, et chaque année il y a un gros travail qui est pour être meilleure qualité de données, affiner encore plus les méthodologies, capter d'autres externalités qu'on n'arrivait pas à capter juste là. Mais je dirais le but c'est de commencer par ce qu'on arrive à faire, en étant assez humble sur ce qui est possible de faire et après juste essayer de s'améliorer chaque année. Très bien. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir prendre votre question, mais vous pouvez venir nous voir si vous voulez à la fin. Bien, merci beaucoup. Si vous voulez plus d'informations, il y a des... Merci. Si vous voulez plus d'informations, il y a ici des petits fascicules. Et sinon, bien, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.